Salut tout le monde. Ma première vidéo avec un titre Quelques pensées en vrac sur l'avenir avait eu un peu de succès. Parce qu'il faut rappeler que ma chaîne a plus ou moins 1000 abonnés, mais que c'est pris un énorme strike à l'époque du Covid, puisque j'avais dit des choses qui n'avaient pas plu. Et que depuis, je oscille dans les 50 ou 100 vues par vidéo, alors que j'avais fait plusieurs milliers de vues sur pas mal de vidéos auparavant, quelques années plus tôt. En fait, je parle un peu au moi du futur et à vous du futur. Euh, J'essaie de comprendre ce qui va se produire. Je parlais de l'immobilier sur le dernier podcast. Voilà, je me dis que parmi les choses prédictibles, on peut envisager un retour à la nature, un retour à des sortes de camps de vacances, des camps primaires coupés des technologies. Ça deviendra une mode bobo hippie un peu, parce que ça sera un luxe en fait, de retourner aux sources. Il y aura vraiment un côté sauvagerie, tu sais, retour bohémienne et poétique à la nature. Et ça inclut forcément des nouveaux mouvements philosophiques et spirituels qui vont émerger forcément. Ce qui va se passer, c'est que les gens s'intéresseront chaque jour davantage aux technologies, en fait. Ça va être vraiment un nouvel esprit. Les gens vont tourner leur conscience sans cesse vers les ingénieurs, les PDG. Tu sais ce qui s'est passé avec Apple, où vraiment le PDG, Steve Jobs, c'était vraiment un espèce de gourou. Et aujourd'hui, tu commences à voir ça avec Nvidia. Son PDG devient une espèce de gourou. Il a un peu ce style Steve Jobs. Et, euh, et je pense que ça va prendre de plus en plus. Euh, les gens vont de plus en plus demander des réponses. Bon, bien sûr, il y aura l'IA, vers laquelle les esprits vont se tourner, qui était vraiment aussi le cœur de mon deuxième livre. Mais je pense que malgré tout, les gens, en fait, vont devenir de plus en plus adeptes de réponses technoscientifiques à tous leurs problèmes. Les politiciens feront vraiment partie du passé. Et les gens ne chercheront plus des réponses dans les votes et dans la politique. Ils chercheront constamment des réponses à leur quotidien, à leur mal-être, à leurs problèmes dans les progrès technoscientifiques. Et de moins en moins dans le fait de voter pour un sauveur et pour un parti politique. Ça va passer de mode complètement. Ils vont passer la main vers les PDG. Les présidents d'hier seront les PDG de demain, si tu veux. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors il y a une chose à mettre en avant, c'est que le travail étant désuet, il y aura une foule de divertissements. C'est ce que le meilleur des mondes appelait, je crois, le soma. Finalement, on est déjà tourné vers ça avec le scrolling depuis l'époque de la télé-réalité et compagnie. C'est le fait de plonger les gens dans un état second, dans des jeux vidéo. Et en fait, il est évident de dire que le divertissement va considérablement croître. On a vu Netflix par rapport à Hollywood qui se casse la gueule face à Netflix. On voit aujourd'hui YouTube face aux chaînes de télé qui s'effondrent. Il est certain que l'industrie du divertissement va exploser et continuer de croître dans les années à venir. Et la création sera d'autant plus facilitée qu'aujourd'hui, n'importe quel adolescent pourrait faire tout le contenu de Walt Disney très rapidement, grâce à l'IA, grâce à des prompts générés automatiquement. Vous pourrez très facilement créer des films, des dessins animés, et en fait décliner un tas de personnages et d'accessoires autour du héros que vous créez. Vous pouvez créer un manga avec des peluches, avec des porte-clés, avec tout un tas de choses qui viendront se décliner tout autour. Et en fait, avec très peu de moyens économiques et techniques, tout comme Internet a permis de propulser de parfaits inconnus sur YouTube, les Norman, Cyprien et compagnie, les Squeezie et tout ça, demain, vous aurez la même chose avec des adolescents dans leur chambre qui aujourd'hui dessinent des mangas, qui depuis peut-être 10-20 ans dessinent des mangas dans leur chambre. Euh, Demain, ces types-là seront à la tête d'industries millionnaires avec quelques idées simplement, parce que voilà, ils pourront propulser avec très peu de moyens financiers et techniques des industries de divertissement très puissantes, très poussées.
De même manière, on peut imaginer que ce sera très facile de créer des jeux vidéo autour de ces personnages et autour de toutes ces choses-là. Finalement, on se japonise, quoi. C'est-à-dire qu'on va devenir dans un monde... En fait, on est en train de rentrer dans un espèce de monde artificiel et les gens ne voient pas venir Meta, qui aujourd'hui paraît complètement perché. Mais je crois que le pari de Zuckerberg, là, c'est pas si con que ça. C'est pas si con. La frontière entre le réel et le virtuel va s'effondrer de plus en plus. On sera dans cette espèce de monde, vous savez, il y a eu la mode, là, les gens chassaient les Pokémon avec leur téléphone. T'imagines ça avec des lunettes, avec du 3D immersif, où en fait les gens, même en visitant une ville, pourront voir en temps réel des personnages historiques s'afficher sur leurs lunettes, ou même dans plusieurs décennies, à l'intérieur de leur tête, sans même des fois se déplacer. Enfin, tout ça, je vous invite à lire mon deuxième livre. On va entrer dans une sorte d'hallucination du monde qui sera le fait de rentrer dans un jeu vidéo en temps réel, quoi. Donc bref, sans trop extrapoler, on peut faire deux prédictions sur le fait que des courants de pensée et de communautés spirituelles et philosophiques vont émerger. Sur la deuxième supposition, on peut considérer que l'industrie du divertissement va être immense par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, notamment en partant du principe que nous ayons de moins en moins à travailler. Alors maintenant, en ce qui concerne les entreprises de technologie, de puces électroniques, etc., il y aurait deux hypothèses, notamment du fait que plus personne n'est censé travailler et qu'on est censé avoir plus ou moins un revenu universel dans cette idée. Comment on le ferait ? Il n'y a que deux hypothèses. C'est soit les gouvernements entrent au capital, et c'est jamais bon. Il faut écouter Charles Gave là-dessus, mais de manière générale, un gouvernement qui rentre au capital d'une entreprise ne fait que de la merde. C'est tout le temps le même principe de technocratie, d'administration, de machin, de personnes qui détournent des fonds. Ils ne cherchent pas, ils se font toujours détrôner de toute façon. Tout comme... on revient toujours à l'économie. À chaque fois, vous avez des grands groupes qui se font détrôner par un individu dans sa chambre. Aujourd'hui, un youtubeur pourrait faire... c'est ce qu'ils font, hein, ils font plus de vues que certaines émissions de télé. Donc, il n'y a que deux solutions. C'est soit, pour générer une sorte de revenu universel, des gouvernements rentrent au capital de ces entreprises qui dirigent le monde, soit les gouvernements lèvent des impôts sur ces entreprises pour redistribuer cet impôt sous forme de revenus. Parce que je ne vois pas très bien d'autres, à ce jour, je ne vois pas encore comment tout ça pourrait se structurer. C'est vraiment un mystère absolu, hein, au jour où je parle. Si on regarde cette vidéo dans 20 ans, ça sera peut-être logique, mais aujourd'hui, c'est un mystère. Ce qui est certain, c'est que je préfère la deuxième solution. Si vous voyez un pays ou une tendance mondiale qui s'oriente vers le fait que des gouvernements décident de fusionner avec les entreprises et rentrer à leur capital, ça sentira une énorme union soviétique mondiale. Ça pue la merde. Donc il vaut mieux encore que les gouvernements laissent les individus entreprendre et les imposent pour générer du cash sur d'autres, pour le redistribuer vers d'autres citoyens. Il faut encore mieux cette formule qui est un peu la France d'aujourd'hui, hein, qui pue le soviétisme, mais on garde une certaine liberté, qu'un modèle où on nationalise complètement à travers la prise de capital des entreprises privées, à travers la prise en possession vraiment des entreprises privées par les gouvernements. Ça pue. J'aime pas cette idée. Sam Altman, le responsable de GPT, expliquait qu'il voudrait un fonds souverain avec un panier des entreprises techno, une sorte de ETF avec toutes les entreprises techno, et l'État serait propriétaire de ce fonds souverain. Je pense que c'est à tout prix à éviter. Ça revient à la première idée que j'explique, qui est qu'à partir du moment où l'État fout les pieds dans une entreprise, c'est la merde assurée, à la fois pour l'entreprise et pour l'humanité. Déjà, c'est un nivellement par le bas, parce que l'État avec ses grosses pattes n'innove pas et a plutôt tendance
à faire des diplomates et des machins bien payés, tout comme des PDG d'entreprises soi-disant privées, mais dont l'État est propriétaire, qui finalement sont bien graissés, mais qui n'innovent plus rien et qui font plus rien. Donc c'est toujours un nivellement par le bas économique et d'avancées technologiques, et à la fois, très souvent, toujours, une destruction progressive des libertés, avec l'État qui s'occupe de tout, et on le voit avec des lois de tous les côtés, c'est infernal, quoi. Maintenant, en ce qui concerne l'économie, qui est très peu évoquée, tout le monde te parle partout. Alors moi, je suis contrarié, je vais toujours en sens inverse. J'étais complotiste quand tout le monde était normal, et maintenant que tout le monde est complotiste, je deviens, je dirais pas normal, mais j'essaie d'entrevoir ce qui va arriver. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on nous parle d'hyperinflation, je commence à être hyper sceptique. Déjà, de par la nature humaine, à chaque fois qu'on est au bord du précipice, il se passe un truc. Comme ces courants malthusiens qui te disent à chaque fois l'humanité va s'effondrer, et puis tout d'un coup il y a l'invention, je sais pas, de la machine à vapeur, du pétrole, l'automobile, etc. Là on voit arriver l'IA, la robotique, au moment même où on a un énorme problème d'hyperinflation mondiale qui nous pend au nez. Or, si tu réfléchis 5 secondes, il n'y a pas plus déflationniste qu'une immense destruction de toutes les entreprises et de tous les emplois à travers l'IA et les robots. Il n'y a pas plus déflationniste que ça. Je veux dire, ça, je parlais d'immobilier donc sur un autre podcast où je disais que demain, l'immobilier ne vaudra plus rien. Si ton immobilier dans une ville coûte cher et plus cher qu'au fin fond du Larzac, c'est à cause du travail. C'est parce que dans la ville où tu es, il y a du travail, il y a de l'économie. Et qu'au fin fond d'un village perdu en France, il n'y a pas d'économie et de travail. Demain, s'il n'y a pas besoin de travailler parce que tout a été robotisé, mais l'immobilier connaît une crise, une récession immense. Et ça peut se répandre à tous les domaines. Il est très intéressant de souligner, donc je le répète, qu'il n'y a pas plus déflationniste que l'économie tout technologique qui est en train d'émerger. Tout le pognon qui aujourd'hui est dans l'immobilier va se déverser dans le capital des entreprises technologiques. C'est le principe des vases communicants. Après, en ce qui concerne le monde du travail, on considère, en se basant sur l'histoire, je peux considérer qu'il y aura toujours une prime à la valeur humaine. Comme aujourd'hui, tu ne peux pas comparer Ikea avec un meuble Louis XVI, et tu ne peux pas comparer Versailles avec Bercy et le centre des impôts. Sans doute que tu verras même émerger un label facteur humain, tout comme tu as un facteur bio aujourd'hui. Donc tu auras l'industrie et le facteur humain. Tu auras peut-être un label fabriqué par des humains, tu vois. Donc voilà. Après, je voulais aussi parler de la redistribution géographique mondiale, qui est une énigme. Ça partirait en sens inverse, c'est-à-dire que on va relocaliser tous les boulots. Si tous les boulots peuvent être produits en local avec des robots, sachant que les robots seront construits par d'autres robots. D'accord ? Donc, ici, on redistribue toutes les cartes mondiales, en ce sens que ce n'est plus la Chine ni rien qui dirige, c'est juste quelques firmes d'entreprises qui possèdent les technologies. Et c'est pas particulièrement bon pour le Pakistan, le Bangladesh, l'Inde, l'Afrique. Tu sais, toutes les zones où on a délocalisé, qui d'ailleurs n'ont pas encore toujours émergé, contrairement à la Chine. Mais bon, vous savez, la Chine profonde, comme la Russie profonde, il y a encore beaucoup de pauvreté. Tous ces boulots qui vont être relocalisés et qui vont partir de ces pays développés, en voie de développement ou émergents, et qui pourraient revenir en Europe, en Amérique du Nord, ça ne sera pas bon pour eux. Mais ça soulève une autre question, c'est que dans une économie de robots
il n'y a aucune raison que... Je veux dire, il n'y a aucune raison que ce qu'on appelle le tiers-monde ne finisse pas par toucher le même revenu universel que l'Occident. Si tu veux, la vraie problématique qu'on va avoir, c'est pourquoi un Français, un Suisse qui a un salaire beaucoup plus élevé qu'un Français, un Américain idem, un Africain, je veux dire, pourquoi on aurait des différences de niveau de vie dans un monde où tout est automatisé, avec une immense IA qui dirige et des robots partout. Quel est le relief économique de la répartition des richesses? C'est une vraie question difficile de répondre. Peut-être qu'un élément de réponse, c'est quand même qu'il vaut mieux être dans les pays qui ont les firmes technologiques plutôt que dans un pays qui n'en a pas. Mais les questions éthiques vont être épineuses. Parce que un Français qui branle rien et un mec du Bangladesh qui branle rien, et qui tous les deux ont un revenu universel, tu vois, pourquoi le revenu serait différent ? Ça va être une vraie question. Je pense qu'il y a une tournure communiste qui va pointer son nez parce que l'éthique et la bien-pensance des gauchos et compagnie va apparaître plus évidente que jamais, quoi, le côté humaniste. Bon, après, il y a l'esprit Big Brother, parce que toute voiture autonome, tout robot, en fait, toute technologie, en général, est munie de caméras. C'est-à-dire que tu auras des caméras partout. Le robot qui sera chez toi, ça sera une caméra du gouvernement. Donc ça, faut pas l'oublier. Tu as déjà ton smartphone et ton ordinateur qui sont une caméra du gouvernement. Il n'y aura jamais autant de caméras et d'enregistreurs que lorsque le monde sera tout technologique. Ça, c'est une évidence. Fini, bien entendu, par les retraites. Le nombre d'économistes, de penseurs qui t'expliquent que c'est la fin du monde parce qu'on ne pourra pas payer les retraites, mais c'est ce qui est complètement incroyable, c'est qu'il n'y en a aucun qui percute que de toute façon, le monde qui arrive n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Donc, je reviens à cette idée qu'il pourrait y avoir une déflation massive de la monnaie, alors qu'aujourd'hui tout le monde est préoccupé par l'hyperinflation, mais il pourrait aussi y avoir aucun problème de retraite, parce que plus personne, on nous dit des actifs qui vont travailler pour les retraités, mais il n'y aura plus d'actifs qui travaillent, plus personne ne travaillera. Dans ce monde-là, plus personne ne travaille, ou du moins très différemment de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que parler des retraites, de ce qui va se passer dans 30 ans, mais je ne sais pas. Qui peut répondre à ces questions-là ? On n'en sait rien, en fait. N'hésitez pas à me laisser vos avis, à me dire comment vous visualisez ce monde à venir. J'avais fait une vidéo dessus, je ne sais plus le titre, une projection sur 2030, 2045, 2060. C'est très difficile de visualiser. On ne sait pas dans quel sens ça va partir. Allez, à bientôt.